Bonsoir à vous tous et merci d'être là. Donc, nous allons parler de la ville de Besançon, ce qui nous permettra de traiter de la question des cœurs de ville moyennes et des risques de déclin. Ce qui nous permettra de traiter de la question. En regardant des statistiques, j'ai vu que Besançon figurait à la 3e place des 10 premières villes moyennes en termes de qualité de vie. Alors cet art de vivre que l'on a tendance à prêter aux villes, à ces villes-ci, parce qu'elles sont plus calmes, qu'elles occasionnent moins de stress, qu'elles permettent des facilités de logement et de déplacement, tout cela, c'est au prix d'un pouvoir d'attractivité qui repose en partie sur la vitalité de son centre. Alors donc nous allons découvrir ce soir les stratégies de Besançon face à ce risque de baisse de population et de perte de commerce. Et plus particulièrement, nous allons découvrir ce qu'a été l'aventure du tram, qui, rappelons-le, est un tram dans une ville qui traverse un secteur sauvegardé. Donc on imagine la morphologie du secteur. Et puis, c'est la plus petite ville qui a un tram, mais ce n'est pas la ville qui a le parcours le plus court. Voilà, alors pour nous parler de Besançon, nous accueillons Françoise Berthet, qui est directrice du département de l'urbanisme et des grands projets pour la ville de Besançon. Monsieur Michel Loya, vice-président en charge des transports, mais pour le Grand Besançon. Et puis Bernard Rechen, mais qu'on connaît bien ici, et qui va nous parler de son Xème projet de tram. Voilà. Donc je crois que vous êtes organisés pour commencer, pour parler du contexte de la ville au début. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, quelques mots effectivement sur Besançon pour situer, mais très rapidement. Besançon est une ville de 120 000 habitants et avec une caractéristique, c'est une ville qui est entourée de villages. La deuxième commune après Besançon dans la communauté d'agglomération, en tout cas jusqu'au 1er janvier de cette année, avait 3500 habitants et située en dehors du tissu urbain de Besançon. En fait, le tissu urbain de Besançon ne déborde quasiment pas la ville et la campagne est déjà, d'ailleurs, dans la commune de Besançon. Ça, c'est une caractéristique, ce qui fait d'ailleurs que pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'intercommunalité et que les transports étaient organisés. Il y avait les transports organisés sur la ville de Besançon et un petit peu de transport en dehors de Besançon, mais qui était organisé de manière complètement différente. Deuxième caractéristique, par rapport à la problématique de ce soir, le centre ancien. Le centre ancien, c'est aussi le centre-ville. C'est un centre qui est très contraint, situé dans la boucle du Doubs, adossé à une colline, ce qui fait d'ailleurs que la ville de Besançon se développe comme un hémicycle. C'est pas le centre-ville, donc est appuyé à la campagne. On est dans la nature déjà quand on est au centre-ville. On a accès immédiatement à la nature. Donc un site qui est remarquable, mais avec des contraintes particulièrement fortes. Et il n'y a pas, contrairement à d'autres villes, un centre ancien patrimonial jouxtant un centre plus récent et concentrant des fonctions de centralité. Les fonctions de centralité sont dans le centre ancien. Alors, elles débordent un peu le centre ancien. Je reparlerai du centre-ville élargi, mais c'est vraiment cette association donc, entre centre-ville et centre ancien que l'on a à Besançon. Et à partir de là, vous avez parlé de secteur sauvegardé. On a un secteur sauvegardé très vaste, 220 hectares, je crois, avec 2 plans de sauvegarde et de mise en valeur. Alors, c'est bien sûr pour préserver, valoriser le patrimoine. Et en même temps, depuis plusieurs décennies, il y a un choix qui est très net
et une politique municipale qui est faite dans ce sens. C'est le refus d'avoir un centre-ville, on va dire pour aller vite, un centre-ville musée, et avec des fonctions de modernité et des fonctions de centralité qui se déplaceraient à la périphérie. Nous tenons à avoir un centre-ville multifonctionnel, à la fois siège d'administration, avec des emplois de tertiaires marchands, avec un campus universitaire. Alors quand je dis avec un campus universitaire, l'université elle-même présente les choses de cette manière. Il y a sur Besançon 22 000 étudiants et sur 3 sites. Un site qui est déjà un peu dans la périphérie de Besançon tout en étant sur la commune de Besançon, qui correspond davantage à ce que l'on appelle souvent les campus. Donc là, c'est des années 60. Un site plus récent et puis le site du centre-ville avec un peu plus de 5 000 étudiants, donc ce qui n'est pas négligeable, et c'est bien destiné à rester durablement donc, au centre-ville. Bon, d'autres éléments d'un centre-ville vivant, bien sûr les commerces, le logement. Il y a une augmentation du nombre d'habitants dans ce centre-ville et une politique qui a été menée pour que le nombre d'habitants donc augmente, y compris d'ailleurs dans un quartier ancien et qui était populaire, donc avec toute une politique de résorption des logements insalubres avec des logements sociaux. Donc là aussi, ça a été un refus de la gentrification que l'on peut observer dans d'autres villes. Donc voilà un peu pour camper, je dirais, le décor. Alors à partir de là, le choix d'un centre-ville actif, alors qu'il y a bien sûr des tendances, qu'il s'agisse du déplacement de l'hôpital, qu'il s'agisse des commerces, déplacement vers la périphérie, eh bien cela suppose un accès au centre-ville important, notamment avec les transports en commun. Et là, il y a eu 2 étapes, je ne veux pas être trop long. Première étape, ça a été un choix radical et repéré dans la France entière. C'est l'étape de 1970, le choix de donner la priorité au centre-ville, aux piétons et aux transports en commun. Levée de bouclier. Alors là, tous les jours, dans le journal régional, c'était vraiment tir à boulet rouge contre la municipalité. Ça a été un choix à la fois très courageux et très efficace par rapport aux transports en commun, ce qui a placé la ville de Besançon à un niveau, pour les transports en commun, très supérieur à la strate. Mais c'était avant le tram, ça. Alors ça, c'était avant le tram, 1970. Deuxième, et j'en arrive au tram. Deuxième étape, donc c'est celle du tram. Malgré l'efficacité du réseau de transport en commun, des bus, il y avait un essoufflement, donc il fallait passer à une nouvelle étape. Alors, je ne vais pas détailler, on pourra y revenir. Donc, le tram est choisi. À partir de là, le choix du tram, il y a eu plusieurs choix politiques qui ont été faits. Premièrement, passer dans le centre-ville, ne pas contourner le centre-ville, mais passer dans ce centre ancien, très contraint, mais je pense que M. Reichen pourra y revenir et montrer en quoi, donc, effectivement, il y avait ces difficultés. Premier choix. Deuxième choix, ça n'était pas évident, compte tenu, je l'ai rappelé, une ville de 120 000 habitants, pas d'autres villes autour, le tram est strictement limité sur le territoire de Besançon, ou quasiment. Ça a été le choix d'un tram allant d'ouest en est ou d'est en ouest sur la ville de Besançon, et cela pour l'équilibre de la ville. Alors que d'un strict point de vue de transport, on aurait pu dire que, compte tenu, je dirais, du nombre de personnes à transporter, et ça avait été envisagé, on pouvait se limiter à un tram allant de l'ouest de la ville au centre-ville. Mais là, il y a eu cette volonté, dans un souci d'équilibrage, donc d'équilibre, d'aller d'ouest en est. Et ce faisant, donc, cela permet de booster le développement urbain sur l'est
de Besançon et également d'avoir un équilibre sur l'agglo. Troisième choix, et celui-là, il s'est affirmé, je dirais pas immédiatement, c'est celui de desservir, de passer donc dans des quartiers sociaux. Alors, c'était assez évident du côté de l'Ouest. Du côté de l'Est, ça ne l'était pas. D'ailleurs, les premières propositions, il y avait un tracé beaucoup plus direct. Et finalement, donc, il y a eu le choix, avec 1,4 km de plus, je crois, de passer donc, dans un quartier populaire, donc Palente-Orchamps. Alors Palente, ça rappelle peut-être à certains, c'est le quartier des Lippes. Hein. Voilà, donc ça c'était aussi un choix politique qui n'était pas imposé, je dirais, par des comptages de flux. Hein. C'était davantage dans une optique à la fois urbaine et sociale. Et puis il y avait bien sûr le choix de desservir la gare Viotte. Donc là c'est avec une branche. La gare Viotte qui est en balcon sur la ville et qui, de ce point de vue, donc n'est pas dans le centre-ville. En tout cas, elle n'est pas perçue comme étant dans le centre-ville et en même temps, elle appartient à ce que l'on peut appeler le centre-ville élargi. Et en tout cas, ce lien maintenant nettement meilleur avec la boucle, hein, qui est le cœur du centre-ville, et la gare, donc ça permet effectivement de donner... je dirais d'élargir le centre-ville. Très bien, merci. On a vu déjà les enjeux. Vous voulez continuer sur la ville ou alors, Bernard Reichen, vous avez réalisé pas mal de projets autour du tram. Et je pense que celui-là a ses propres caractéristiques. Et puis d'abord, pourquoi est-ce que ce sont des types de travaux qui vous plaisent de faire des trams? Parce que je pense que l'effet tramway, on va en parler, est quelque chose de considérable, qui n'est pas complètement théorisé actuellement sur la mentalité des villes à tramway, c'est-à-dire ce qui se passe quand un service croise un nouveau modèle de sociabilité. Et je veux dire, c'est vraiment des effets secondaires qui sont absolument extraordinaires. C'est pour ça que je dis, de façon un peu brutale, quand on fait un tramway, il y a une première mission qui consiste à faire le trottoir, si je peux dire, à traiter tout ce qui concerne l'insertion d'une ligne, qui n'est pas toujours très simple, mais qui est quand même une tâche méticuleuse, précise, etc. Mais il y a surtout tous les effets induits possibles, c'est-à-dire comment le tramway va avoir des effets secondaires positifs pour l'ensemble de la ville. Et donc c'est vraiment un projet de tram, c'est un projet urbain, c'est pas un projet normal. Et ce projet urbain, on ne le voit malheureusement pas tout de suite parce que les effets induits, ils se déclinent dans le temps. On n'arrive pas, sauf peut-être en Asie ou dans quelques cas, on l'a fait avec la ligne 3 à Montpellier, à fabriquer un tramway inducteur d'urbanisme directement. Enfin là, ça s'est fait par la boucle qui a desservi une nouvelle zone et un nouveau quartier. Mais disons que c'est quelque chose qui entraîne des conséquences absolument importantes. Et puis vous avez raison je ne pensais pas que vous le feriez, de rappeler les années 70, parce que cette époque des études urbaines de Besançon et des études de mobilité qui étaient en même temps que les LIP, d'ailleurs c'était dans ces années-là, il y avait deux phénomènes à Besançon, c'était la lutte des LIP et la question de la mobilité qui agitait tout le monde. Et c'est une des premières fois où les enquêtes de population ont été faites sous la forme de tests projectifs. C'est-à-dire que l'idée n'était pas de savoir ce que pensaient les gens, mais ce qu'ils allaient faire. Et il y a eu une méthodologie qui a été mise en place qui était incroyable. Et cette méthodologie, on peut en reparler, elle se rapproche de ce que fait maintenant une équipe comme Jacques Lévy à l'EPFL de Lausanne, le bureau Coros, qui travaille sur la cartographie. Et ils sont capables de cartographier les États-Unis après l'élection de Trump, c'est eux qui ont fait cette carte, mais ils peuvent aussi cartographier une rame de tramway. Et ils travaillent dans ces territoires
non pas sur l'opposition entre centre-ville, périphérie, urbain et périurbain, mais il travaille en gradient d'urbanité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un gradient d'urbanité? Et je trouve que le tramway est un constructeur de gradient d'urbanité, c'est-à-dire que sur 14 km, alors évidemment vous avez non, je sais pas, ah oui, peut-être comme ça, voilà. Ça commence comme ça, hein, c'est assez bête, hein, c'est une ligne avec de temps en temps une fourche et avec 14 km, 30 stations, vous voyez le pas des stations, 400 mètres. Bon. Donc ça commence comme ça. Ça continue par une lecture urbaine, c'est-à-dire qu'un tramway, ça relie des quartiers qui s'ignorent. Et ça, on ne voit pas tout de suite les effets, mais c'est considérable. C'est-à-dire que c'est un fil identitaire qui relie des endroits qui n'ont absolument pas les mêmes identités. Et donc, ces villes à tramway, autour de cet effet tramway, ont sont plutôt plus paisibles que les autres, parce que le service et la sociabilité sont associés, et on ne préjuge pas de ce qui va se passer dans les quartiers périphériques ou de ce qui va se passer autour de la gare, etc. Chaque zone est différente, mais le lien est un lien unique. Ensuite, vous avez une autre présentation, évidemment, qui est plus basique, qui est l'intermodalité, c'est-à-dire que le tram, c'est la star des transports dans ce genre de ville. Donc, c'est le tram qui guide les interconnexions, tout ce qui se passe autour, etc. Disons que c'est le fil conducteur et ça apporte un confort et une facilité d'usage qui est vraiment plébiscité dans toutes les villes. Alors, je dis actuellement, on est dans un univers où on est passé de l'obsession de la vitesse à la maîtrise du temps. Qu'est-ce que veulent les gens? Alors, j'appelle ça la ville recomposée, un peu comme une métaphore de la famille recomposée, c'est-à-dire que quel est leur problème quotidien à ces gens? Le premier problème, c'est de maîtriser le temps quotidien, c'est-à-dire de ne pas passer leur vie dans les transports et d'avoir un temps. C'est pas la vitesse qui compte, le tram il roule à 20 à l'heure, mais simplement on sait à quelle heure il part, on sait à quelle heure il arrive, et on est débarrassé de tout le reste. Donc ça, c'est toutes les grandes métropoles, et maintenant les villes moyennes en France, sont dans cet état d'esprit de maîtriser le temps et non plus la vitesse. Autre élément, c'est l'instantanéité. Ce qui est merveilleux avec un tram, c'est que le jour où le spectacle commence, c'est comme au théâtre, le jour où la fête commence, tout le monde est à la fête. C'est-à-dire qu'en moins de quelques mois, les habitudes ont changé. C'est un effet qui va être totalement invraisemblable pour le Grand Paris, parce que quand vous allez avoir une boucle de 200 km, alors elle va se mettre en route par tronçon, mais c'est quand même des tronçons qui font 60 km chacun. Quand vous avez une boucle comme ça qui se met en place du jour au lendemain, eh bien du jour au lendemain, les usages vont changer et les gens vont construire leur pratique. Donc c'est vraiment quelque chose qui, le jour de l'inauguration, c'est vraiment la fête qui commence. Il n'y a pas de temps d'attente. Alors ensuite, c'est un lien identitaire, c'est-à-dire que vous avez un design qui fait passer beaucoup de temps et beaucoup de commissions et beaucoup de débats. Et puis vous avez à Besançon cette mobilisation des figures locales, Toussaint Louverture étant une de ces figures, qui sont, je peux dire, invitées à participer au récit d'une ville. C'est un récit historique qui se continue par cette question des figures. Ensuite, ce comportement des habitants, et puis surtout la façon dont ce tram prend instantanément sa place dans la ville, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire que c'est un objet mobile, en plus c'est comme les bateaux dans les ports, je veux dire, on ne le voit pas comme un obstacle, comme quoi que ce soit, on est tout de suite intégré dans quelque chose qui est un nouveau débat urbain et un nouveau
récit urbain. Alors ensuite, effectivement, vous avez des étapes de montagne et des étapes de liaison. Hein. Vous avez de la plaine, vous avez des collines. Ce que j'appelle la montagne, c'est plutôt le centre-ville. Il faut la gravir. Hein. C'était quand même dur. Bon. Et puis quand vous arrivez sur la périphérie, le tram prend une autre idée. La station est plus importante symboliquement parce que les étapes de transition sont différentes. Mais le tram, alors ça, je remercie encore M. Fousseret de s'être battu à ce point pour avoir un tram ferré et non pas un tram sur pneus. Nous avons construit aussi des trams sur pneus, mais quand je parle de star, je sais ce que ça veut dire. Mais surtout, le tram ferré, il a une vertu incroyable, c'est que c'est un caméléon, c'est-à-dire qu'il prend la couleur de l'espace qu'il traverse. Vous êtes dans la nature, la piste est verte. Vous avez des coquelicots sur les bordures, vous avez l'impression de traverser les champs. Vous traversez les champs à 20 à l'heure, mais en même temps, cette vitesse pivot, elle change complètement l'ensemble de la ville, parce que les voitures sont gentiment invitées à rouler à 30, parfois 50, mais rarement maintenant dans ces villes. Et donc, entre la vitesse du piéton, 5 à l'heure, la vitesse du cycliste, 10 à l'heure, la vitesse du tram, 20 à l'heure, et la vitesse de la voiture, 30 à l'heure, vous apercevez qu'on est à l'opposé complet du monde du tout automobile qu'on a construit dans les années 70. Et encore une fois, Besançon a compris ça. C'est une ville qui a compris ça bien avant les autres, ce qui était un grand miracle à l'époque. Je ne me rappelle plus politiquement comment ça a été porté, mais c'était invraisemblable comme histoire. Bon. Et donc, ensuite, vous passez à la question de l'embellissement, c'est-à-dire un tram, c'est quand même une politique d'embellissement. Donc voilà ce qu'on appelle un avant, et voilà ce qu'on appelle un après. C'est-à-dire qu'à un moment, cette logique de l'embellissement, c'est quelque chose qu'on est en train de retrouver, c'est-à-dire de réinventer. C'était une technique historique dans la constitution des villes, c'est-à-dire d'avoir des espaces assez simples et d'embellir des secteurs et des territoires. Et cet embellissement, je considère qu'il n'est pas fini. Il va continuer parce que vous allez avoir des nouveaux quartiers qui vont se créer, des nouveaux secteurs qui vont se créer autour du tram. Le quartier de la gare, évidemment, qui est quelque chose de très important dans le devenir et qui va se mettre en œuvre. Alors, quand on regarde ce tracé, vous voyez qu'on arrive à la place Chamard et puis tout d'un coup, on tourne brutalement à gauche, on passe de l'autre côté du Doubs et on revient par le pont Battant pour aller vers la place de la Révolution et la République. Alors, ce n'était pas le tracé d'origine, parce que le tracé d'origine, il passait carrément dans la ville. Mais j'avoue que c'est quand même un objet qui a une taille certaine et que dans une ville moyenâgeuse, l'impact était assez délicat et ça a fait l'objet d'un conflit assez long avec les monuments historiques. Il y a eu un inspecteur général qui a été nommé. Heureusement, on avait fait avec lui le tramway de Caen et c'est quelqu'un qui était très conscient. Et on a cherché un tracé avec le maire qui ne dégrade absolument pas la lecture du centre-ville ou de la relation entre le tram et le centre-ville, mais qui soit capable de traiter ce problème de rue trop étroite et en même temps de créer un événement. Et cet événement, c'est le pont Battant et ce quai. Ce quai était trop étroit, vous l'avez vu dans la photo avant-après, et donc ça a été l'objet de créer une sorte de longue ligne qui entoure le Doubs et qui est devenu un lieu absolument intéressant pour tout le monde, parce que le pont, on a appelé ça un dessin furtif, nous, c'est des tôles pliées assez fines pour que ce pont et le bord de quai se cumulent dans une seule lecture. Après, donc le tram a besoin de rayons de giration de 25 mètres, il ne peut pas faire des S très, très courts, etc. Donc on a utilisé ce particularisme pour dessiner le plissé du pont
et pour fabriquer un projet un peu pas prévisible, avec un escalier en bordure, parce qu'il y a des pentes à créer. Donc c'est quelque chose qui est assez fin, et je pense que c'est devenu un événement. Juste une petite question, c'est toujours le problème des riverains, c'est qu'un tram dans les virages, ça grince un peu. Voilà. Et disons que on peut faire mieux en termes de grincement. On est en train de le vivre au Maroc, à Rabat, même dans un pays beaucoup plus bruyant, la question se pose. Et donc, bon, c'est un peu le prix à payer de cet exercice de style, d'avoir un pont au milieu d'un virage, quoi. Voilà. Alors, ce pont est devenu un objet de la ville. Enfin, il a pris sa place. C'est une adresse, c'est un repère. Le quai aussi. Et on s'aperçoit à l'usage que les stations, de l'équidistance des stations est tout à fait correcte et qu'on dessert le centre-ville de façon tout à fait plausible. On aurait desservi un petit peu mieux par l'intérieur, mais franchement avec des difficultés qui étaient difficiles à surmonter. Et alors, c'est là où le fait de vouloir maintenir à tout prix la qualité, le tram ferré et un parcours qui soit impactant pour le centre-ville a été un point clé d'un portage politique sans faille, si je peux dire. Parce que une fois que les tramways sont faits, ça va, mais pas mal de maires ont perdu des élections pour avoir fait le tramway au mauvais moment par rapport à leur mandature. Oui, mais en fait, disons que l'illusion s'était déjà passée, quoi. Voilà. La place de la Révolution, donc un espace qui nous importe aussi, parce qu'on y avait travaillé sur le marché Beaux-Arts il y a pas mal d'années, avec ce sol qui est... enfin, il n'est pas entièrement en pierre de chahut, mais disons il réinvente la pierre de chahut avec des pierres bleues et des pierres beiges. C'est cette pierre extraordinaire qui fait tout le charme de cette ville. Et on avait interprété ça au titre de la mémoire du soleil, c'est-à-dire que la densité du sombre et du clair joue pour que les jours où il ne fait pas très beau, on ait quand même une petite ombre qui apparaisse et qu'on ait le sentiment du soleil dans ce travail. Donc on l'a repris avec un autre dessin pour toute la partie centrale. Donc voilà cette partie centre-ville, le temple, le marché Beaux-Arts. Il y a combien de stations finalement 31, dans le centre-centre? Ah, dans le centre, 3. Enfin, si on part de Chamard, il y en a 5. Hein 5, oui. Mais le centre, il est très important, mais il est quand même très concentré, quoi. Hein. Alors ensuite, station type, bon, c'est un objet technique, c'est assez intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de la déformer pour créer des lieux. Donc voilà la station Flore. Donc vous voyez la position des arbres, les dessins, la création des bancs, et puis en bas le catalogue de matériaux avec les bandes pododactyles, avec les différents repères, les différents dallages. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est de fabriquer des lieux différents avec des matériaux uniques et de faire en sorte que ce soit le quartier qui... voilà, la station Viotte. Donc ça, c'est une station, effectivement, qui va beaucoup évoluer parce que tout le parvis, tout le système de la gare est en train d'évoluer. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis cette station Chamard avec une grosse déception pour nous, qui est le kiosque de Chamard dont on en parlait, qui était devenu un restaurant, un très bon restaurant. Et il se trouve que ce jardin a un vice rédhibitoire, c'est que c'est là où les étourneaux de la ville se concentrent. Et les villes avec étourneaux, je ne vous le conseille pas en tant qu'architecte, parce que vous en sortez jamais, quoi. Vous pouvez nettoyer tous les jours, c'est un enfer absolu. C'est un peu dommage.
il y a peut-être une idée à inventer sur Chamar pour plus tard. On en reparlera un jour ou l'autre. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est que un tramway, c'est toujours un mélange de générique et de spécifique. Ça veut dire que vous fabriquez des mobiliers du commerce, entre guillemets, et puis vous fabriquez des mobiliers que vous pouvez créer vous-même. Donc, on a inventé cette fleur corolle, cette grille d'arbre qui devient chaise, des choses comme ça. Donc, secteur par secteur, il y a toujours cette logique de confort, d'embellissement et d'identité qui apparaît. Donc le balcon sur le Doubs, les stations de vélo, etc. Donc voilà, c'est toute une mécanique qui est une mécanique de précision et qui se joue lieu par lieu avec toujours les parcours pédestres, évidemment, qui sont toujours indiqués, parce que ce tram est fédérateur de villes piétonnes, de parcours magistraux, disons qu'on rentre maintenant dans d'autres générations qui sont vraiment des parcours magistraux de grande ampleur, de parcours territoriaux, dont le tram est une des données, mais n'est pas la seule donnée. C'est un peu l'avenir de ces histoires. Donc voilà ce que je pourrais vous montrer, en donnant un petit dernier clin d'œil à Rouget de Lille, puisqu'il fait partie des nombreux Byzantins qui ont été convoqués pour participer à la conduite de ce tramway. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc vous êtes directrice du département de l'urbanisme pour la ville de Besançon. Donc j'imagine que ça a dû être une politique très complexe à mettre en œuvre. Donc vous allez voir défiler un certain nombre d'images des opérations qui ont été menées en accompagnement du tramway, un peu avant, un peu après, sur le plan, enfin sur le secteur sauvegardé, les deux secteurs sauvegardés de Besançon. Donc vous voyez les localisations. Et puis donc il y a une politique municipale qui a souhaité en ponctuation avec le tram, complètement renforcer, garder une vitalité dans le centre-ville de Besançon. Donc sa spécificité, c'est quand même que c'est le plus grand ensemble du XVIIIe siècle en France qui persiste, c'est plus grand que Bordeaux, donc avec une pierre spécifique, et plutôt donc avec des bâtiments 19e qui se sont raccrochés au XVIIIe, mais c'est plutôt le XVIIIe, la première moitié du XVIIIe siècle, très sobre en fait, hein, comme type d'architecture. Donc sur le secteur de Battan, je crois que c'est là où est né Proudhon. C'était un quartier plutôt populaire, donc c'est là où ça a été le premier plan de sauvegarde et de mise en valeur qui a été mis en place, parmi les premiers. Et puis toute la boucle a fait l'objet d'un autre plan de sauvegarde et de mise en valeur. Je crois qu'il a été arrêté en 2011. Et aujourd'hui, nous avons le projet un peu atypique dans les démarches, donc ça ennuie un tout petit peu l'administration, c'est qu'en fait on veut réviser celui de Battan, remettre à jour celui de la boucle qui a mis un certain temps à être mis en place, et puis fusionner les deux pour être, en fait c'est un territoire qui constituera le deuxième plus grand plan de sauvegarde, territoire protégé de ville, le premier c'est Laon. Donc c'est un gros chantier qui démarre en partenariat avec les services de la DRAC notamment, où la ville, dans le cadre de du nouveau contexte législatif, va prendre la maîtrise d'ouvrage de cette étude, va travailler en partenariat avec donc, tous les services de la culture. Et donc on va s'adosser à un prestataire qui nous aidera dans cette démarche. Donc la politique municipale, elle essaye de trouver un équilibre, comme vous l'a dit M. Loya, entre donc, un renforcement de ce centre-ville, qui est quand même un joyau architectural et un très grand ensemble urbain avec une unité, mais sans forcément muséifier complètement, avec des interventions contemporaines qui sont quand même des caractéristiques importantes et des architectes majeurs au niveau national. Gaudin qui a fait le centre, la cité de la justice. Nous avions, c'est un peu à l'extérieur, mais le musée des Beaux-Arts, c'était
Louise Sert, qui a fait le musée des Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts. Donc Monsieur Reichen qui a fait le marché des Beaux-Arts à côté du musée. Aujourd'hui, nous sommes en rénovation du musée de Besançon. Donc ça va être une opération de 10 ou 12 millions d'euros de restructuration complète de ce musée, qui est le plus gros musée de province par sa quantité, parce que c'est un des premiers musées constitués qui est issu de la collection des comtes de Gramont qui gouvernait Besançon dans des temps anciens. Donc, il était aussi remarqué par son intervention muséale, parce que c'est un des premiers musées où il y a eu une intervention dans les années 60 sur le principe de Le Corbusier, avec une muséographie le long de rampes en béton qui intervenait dans le bâtiment qui était une ancienne halle au grain du XVIIIe siècle, et donc une nouvelle vie pour remettre en valeur ses collections. Donc ça, c'est des choses qui seront livrées l'année prochaine ou l'année suivante. Donc pour bien renforcer ce centre-ville, en parallèle avec le tramway, une opération qu'on appelle Opération Pasteur dans la boucle, donc qui a mis Monsieur Loya, je crois que ça a commencé en 98 pour être livré en fin 2015. Qui a coûté pour la ville, enfin je parle quand même un peu d'argent, c'est quand même une année d'investissement de la ville qui a été mise sur ce nombre d'années, très compliqué. C'est la désindustrialisation du centre-ville, hein, c'était des usines textiles, donc une DUP, des conflits, de la pollution des sols, enfin on a tout eu. Donc en fait c'est une grosse opération avec un parking public, 15 000 m² de commerce, complètement ouvert, avec une galerie qui est un passage public aujourd'hui, la galerie commerçante. Donc on traverse, on a des façades de cette galerie commerçante. Là il y avait quelques films qui étaient à disposition, qui sont des façades 18e, il y a une verrière au-dessus, et donc un caractère particulier. Donc ça a gardé le nom du secteur, ça s'appelle les passages Pasteur, qui se greffent sur une place Pasteur qui a été refaite en accompagnement, ainsi que les rues adjacentes, toujours avec un peu ce principe d'éviter du traitement uniforme au sol, mais plutôt du mélange de pierres. Ça a été la pierre du Hainaut, du granit gris et puis du granit jaune, pour donner un peu de couleur et reprendre la caractéristique de la pierre de Chaillu. C'est une carrière en fait qui est sur Besançon. On a oublié de dire que c'était quand même une commune très très étendue. C'est 4000 hectares avec une grande forêt qui s'appelle la forêt de Chaillu. De là a été extrait dans le calcaire donc les pierres utilisées. Et puis des collines qui, au début du siècle, étaient cultivées encore beaucoup et aujourd'hui gagnées par la végétation, qui font quand même, vous l'avez vu, hein, les charmes, en plus des bords du Doubs, les charmes de la ville. Donc, on a parlé de l'opération Pasteur, on a parlé du musée, on a parlé bien sûr du tram. Donc il y a eu aussi très récemment la Cité des Arts de Kengo-Kumak, la communauté d'agglomération a livré au bord du Doubs. Donc à la fois un FRAC et à la fois le conservatoire, le CRR, qui est avec des espaces partagés entre les deux et un grand passage. Sous la citadelle. La requalification des espaces publics, j'en ai parlé, la réhabilitation du musée des Beaux-Arts. Et un gros morceau qui nous attend, c'est la restructuration de l'hôpital Saint-Jacques. Donc c'est un hôpital du XVIIIe siècle pour partie, avec quelques bâtiments nouveaux, un très grand ensemble. Donc on a une partie arsenal et une partie hôpital. Qui est en cours de réflexion aujourd'hui et qui va partir en opération d'aménagement sans doute l'année prochaine, donc avec des reconversions de bâtiments monuments historiques, de bâtiments classés, de bâtiments protégés. Donc il y aura des logements, sans doute une bibliothèque universitaire, une sorte de e-learning, médiathèque universitaire, médiathèque d'agglomération.
centres de congrès, des logements en réhabilitation, des logements neufs. Mais en fait, le souhait, c'est quand même de renforcer ce secteur de Chamars qui aujourd'hui est très tertiarisé avec les services des impôts, le commissariat de police, l'hôpital. Donc en fait, sur ce secteur-là, qui représente 10% de la boucle, l'enjeu quand même d'y remettre des logements et que ce soit un secteur qui vive davantage le week-end, la nuit, donc moins spécialisé. On parlait de la mixité des fonctions, donc c'est aussi remettre du logement dans des secteurs qui étaient monofonctionnels. Nous avons aussi des opérations d'aménagement. Donc vous avez vu les images d'une ancienne caserne, la caserne Vauban, qui datait du début du 19e. Du début du 20e, avant la guerre 14, qui aujourd'hui est pour l'essentiel voué à démolition, les grands bâtiments de casernement. Ce qui restera, c'est deux petits bâtiments et quelques bâtiments, mais des ateliers d'artistes, 2 bâtiments de l'encadrement de l'armée qui seront transformés en équipements, et puis les 2 corps de garde, et puis autour d'un espace public à constituer plutôt végétalisé, grand parc, un certain nombre de logements neufs qui vont voir le jour. Donc en fait tout ça, en plus du quartier Viotte, donc autour de la gare, la halle Cernam va être réutilisée pour partie, la constitution d'un grand pôle tertiaire où sans doute l'État viendra et la région, parce que dans le cadre des fusions de régions, l'adossement à la gare et à la multimodalité est très important. Donc en fait, ça sera une offre tertiaire qui sera extrêmement favorable pour Besançon pour garder un certain nombre de services et régions et État, et parce que notre enjeu, c'est quand même que Besançon n'est plus la capitale régionale, c'est Dijon, c'est quand même garder un poids démographique important, sachant qu'on a 45% d'emplois aujourd'hui publics, plus 10% d'emplois de l'armée. C'est un des villes où il y a le plus grand nombre d'emplois de l'armée. Donc pour cette ancienne capitale régionale, c'est un très gros enjeu de garder de l'emploi public au-delà de l'attractivité sur à la fois le numérique et à la fois la recherche, parce que c'est un gros pôle de recherche. Garder avec les étudiants la dynamique résidentielle et économique qui est induite par le poids de population. Donc on est quand même une des villes-centres qui aujourd'hui est stabilisée sur le poids démographique. Donc ça c'est quand même aussi important, et je pense le résultat des investissements qui ont été faits sur le centre-ville. Et alors donc le tram aurait eu sa part dans ce développement, dans cette dynamique ? Le tram aurait eu sa part dans cette dynamique, parce que je pense d'avoir choisi une trajectoire qui dépasse le centre et qui va vers des périphéries plus ou moins développées. En fait, le tram est un vecteur économique important. Enfin, si vous l'avez constaté, je ne sais pas. Oui, enfin, il y a un observatoire, mais c'est encore un peu récent. Il y a déjà un impact qui est très net. J'ai parlé tout à l'heure de l'équilibre entre l'ouest et l'est et la volonté de booster le développement à l'est. Alors là, sur une zone commerciale à l'est qui est complètement à reformater, etc., il y a un impact. Et également sur un quartier, un nouveau quartier. Donc de ce côté-là, l'impact, il est évident. Après, je crois qu'il faut être... on n'a pas encore d'éléments, je dirais, de mesure bien précis. On voit en tout cas, ne serait-ce que dans les publicités, notamment des promoteurs, etc., l'affichage du type à 3 minutes du tram, etc., c'est très présent. Donc on peut penser quand même que ça n'est pas, bien sûr, un hasard. Bon, si on prend
une avenue, par exemple, qui est le long du tram. Bon, là, il y a vraiment un développement immobilier. Enfin, on n'a pas pour le moment de mesures, je dirais, précises et systématiques. Hein. Sinon, par exemple, un élément qui nous surprend, c'est pas essentiel, mais il y a une zone commerciale donc, qui est à l'est, un hypermarché, et là, ils sont très surpris d'avoir une clientèle qui vient d'un quartier, Planoise, qui est complètement à l'ouest, et ils viennent par le tram. Alors, ce que l'on constate aussi, d'un point de vue de l'accessibilité, et notamment pour ceux qui ont des catégories à faible pouvoir d'achat, voire les pauvres, là, il y a vraiment une utilisation du tram beaucoup plus qu'auparavant, donc les bus. Là, c'est vraiment très net, hein, et ça, on le voit donc avec la tarification, les abonnés avec une tarification sociale. Là, il y a vraiment un accès tant au centre-ville que dans cette zone commerciale à l'est. Oui, parce que ce projet de tram, il a quand même une histoire. Il s'est imaginé dans un contexte économique un peu serré. Enfin, je m'adresse aussi à Bernard Reichen, donc je pense qu'il y a eu pas mal d'innovation dans la fabrication de ce tram et dans les... Je pense que ce qui a fait l'originalité du tram de Besançon, c'est d'abord et avant tout ce que l'on appelle le tram optimisé. Quand on s'est vraiment, on a voulu le tram, il y avait une condition. C'était vraiment une condition, ne pas dépasser une enveloppe. Cette enveloppe, elle avait été étudiée, fixée, 228 millions d'euros, en valeur 2008. Et c'était une condition, c'était un pacte politique. Le tram, il est quasiment exclusivement sur la ville de Besançon. La communauté d'agglomération porte le tram. La communauté d'agglomération, c'était à l'époque 59 communes, Besançon et 58 communes. Donc il fallait l'adhésion des élus de la périphérie, ce qui n'était quand même pas évident. Et ça reposait sur sur ce contrat, ce pacte, que l'on n'annonce pas un tram à 220 millions d'euros ou 230 millions pour terminer à 300 millions. Donc il fallait un tram qui coûte moins cher qu'ailleurs. Un tram qui coûte moins cher qu'ailleurs, c'était ça vraiment le tram optimisé. Alors comment est-on parvenu à cela? Je crois qu'une des choses essentielles, ça a été une implication extrêmement forte et constante, déjà du politique et en premier lieu du président. On a vraiment compris dans les détails, hein, mais on pourrait en parler mieux que moi. Et puis une équipe projet, voilà, il fallait à tout prix traquer les sources d'économie. Et puis d'un autre côté, on pouvait craindre, moi-même, je vous l'avoue, à un moment donné, je craignais, j'étais adjoint à l'urbanisme, je me dis, mais j'entendais beaucoup parler d'économie, on parlait plus d'ailleurs de transport, hein, à l'agglomération en tout cas, on pouvait craindre que cela se fasse au détriment de la qualité urbaine. Et je pense que vraiment la grande réussite, en tout cas c'est comme ça que je le ressens et je crois que c'est largement partagé, c'est que ça n'est pas un tram low cost, c'est un tram qui a coûté moins cher et avec une qualité urbaine. Et une chose peut-être un peu étonnante, c'est qu'on avait assez peu mis en avant l'aspect embellissement de la ville. Ça tient aussi à ce rapport périphérie-ville de Besançon. Et aujourd'hui, s'il y a une quasi-unanimité, vraiment, j'entends pas de critique, c'est sur la transformation urbaine et l'embellissement de la ville. En revanche, c'est plus mitigé concernant le transport. Parce qu'il y a ceux qui bénéficient du tram, il y a ceux qui ont le sentiment, justifié ou non, que finalement ils n'en bénéficient pas et qu'ils ont même un réseau de bus moins performant. Donc, plus mitigé pour le transport, unanimité, quasi-unanimité,
sur l'aspect embellissement urbain. Puis je voudrais juste revenir sur un point, parce qu'il n'est pas, à mon avis, il n'est pas tout à fait mineur, c'est par rapport aux 2 tracés dans le centre-ville. Il y a effectivement un tracé qui avait obtenu, on va dire, la majorité, c'est-à-dire à un moment donné, c'est celui qui avait été retenu en passant dans l'hypercentre, mais l'autre tracé avait été étudié et présenté comme une variante, mais rejeté au moment de l'enquête publique. Et au fond, je pense que c'est 2 tracés qui correspondent plus ou moins à 2 perceptions du centre-ville. Le premier, c'est vraiment la perception du centre-ville qui est surtout l'hypercentre. Et le deuxième, peut-être plus un centre-ville élargi, qui déborde davantage la boucle. Mais au fond, c'est 2 aspects. Donc on est revenu finalement à une variante. Et pour l'anecdote, enfin, moi j'étais déjà partisan en fait de ce tracé-là. Pour l'anecdote, et c'est là qu'on voit les images de synthèse, dans la présentation de ce tracé sur les quais, il y avait une image qui ne donnait vraiment pas envie. On voyait les arbres coupés, les caténaires, etc. Et quand il a fallu ensuite revenir à cette variante, il y a eu tout un travail avec l'encorbellement, etc. Et là maintenant, ça devient vraiment presque une révélation. C'est une redécouverte même de ces quais et de la ville. Je crois que l'idée qui a été défendue, c'est de remettre le fleuve, enfin remettre le Doubs au centre du dispositif. Donc en fait de ne pas s'enfermer entre guillemets dans un espace clos, mais à partir de Chamard d'aller chercher un pont, un deuxième pont, et puis effectivement on aurait détruit des arbres sur ce quai. Les études préliminaires sont un peu sauvages, si je peux dire, c'est-à-dire qu'à un moment on passe comme on passe, quoi. Et c'est clair que ce quai était trop étroit pour faire passer ce qu'on voulait faire passer, sauf à faire passer les piétons en balcon. Voilà. Ça a été un grand débat, et je pense que justement, ce qui était intéressant, c'est qu'on a créé un événement réel par rapport au fleuve, donc ça a vraiment apporté une dimension qui n'existait moins dans le premier tracé. Et puis, il a fallu trouver les économies pour se payer le balcon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était du donnant-donnant. Et c'était assez intéressant, justement, de pouvoir fabriquer ces équilibres en étant le plus simple possible, le plus sobre possible, autour de 3 ou 4 matériaux. Et après, de travailler vraiment par point d'embellissement. Parce que vous avez travaillé sur ces stations dans ce quartier-là? Non, nous on a fait toute la ligne. Toute la ligne. Mais on a fait toutes les premières études, on les a faites sur le tracé de base. Et puis ensuite, quand le conflit s'est installé, ça tournait un peu au drame, enfin une discussion un peu sans fin. Et c'est vrai qu'il fallait à la fois, vis-à-vis de la culture, garder l'identité de ce drame, et il fallait trouver quelque chose d'alternatif. Et je dois dire que cet inspecteur général Pérignon, à l'époque, a été tout à fait intéressant, parce qu'on s'est dit, bon, on se met autour de la table et on la trouve, la solution. On ne se met pas en position défensive. Donc à partir du moment où la culture sort des institutions culturelles, excusez-moi, sort de son rôle défensif pour trouver une vraie solution et une vraie élégance au système, eh bien on trouve. Hein. Enfin, ça vous a coûté un pont alors? Du coup, ça a à la fois coûté un pont, mais à la fois c'était un pont reconstruit parce qu'il avait été démoli pendant la guerre par le bombardement, l'ancien pont romain qui existait. Oui, donc on a remplacé un pont qui était quand même moyen, du point de vue esthétique, celui des années 50 en béton, par un pont. Oui, et puis qui avait sans doute des soucis. Mais moi, ce que je voulais dire au point de vue de la perception au quotidien, finalement, c'est le début de la reconquête des quais hauts de Besançon. Et ce pont, c'est presque une place qui fait le lien entre le quartier battant et la boucle. Parce que c'est vrai que souvent, on se disait, mais on va à Battant, mais pourquoi faire à Battant? Alors que là, on ne sent plus la frontière. Moi, je le sens plus comme un lien entre les deux quartiers et un prolongement de la Grand Rue qui structure, qui est l'ancien Cardo qui structure
toute la boucle. Et donc du coup, c'est plus une place et un lien, c'est vraiment un pont-lien plus que... et comme il se prolonge sur la berge, c'est le début des reconquêtes des quais, parce que finalement, cette ville, elle est quand même très privilégiée. Et par rapport à d'autres, elle peut se permettre peut-être de moins soigner parfois ses espaces publics. Enfin, elle a fait beaucoup, mais il y a beaucoup de surface d'espace public et du coup, encore beaucoup à faire. C'est tout le problème, c'est toute la difficulté par rapport à des enquêtes publiques, par rapport à des faits administratifs. À un moment, quand il y a un vrai portage politique qui cherche vraiment les solutions, qui est toujours la meilleure et la moins chère, au cas par cas, on arrive à fabriquer un équilibre qui aboutit à un résultat du tram le moins cher de cette génération de trams. C'est tout. C'est quelque chose... J'appelle ça du compagnonnage. C'est une équipe de projet à un moment qui se fait entre des gens qui ont envie d'aboutir et qui prennent les moyens de le faire. Et que le ministère de la Culture, à l'époque, ait vraiment joué ce jeu à un moment par l'intermédiaire d'une personne a été extrêmement intéressant, quoi. Je crois que vous vouliez revenir sur certains points dans votre présentation. Pas vraiment, non, mais je pensais qu'on devait parler. Si on ne parle pas, on peut continuer. Vous voulez un micro? On passe aux questions, vous êtes d'accord? Oui, autant passer aux questions. C'est au moins... Bonsoir, Mahmoud Ismail, architecte urbaniste de l'État, élève. En fait, ma question pour surtout M. Loya et Mme Berthet, c'est vous avez dit qu'il y a eu un lever de bouclier dans les années 70 avec un choix et volonté de faire de ce centre le centre-ville, qui reste toujours le centre-ville et l'hypercentre de Besançon. Ma question, en fait, est-ce que vous avez détecté à une époque, soit dans les années 70 ou les années 80, des signes de déshérence de ce centre? Et quels étaient ces signes? Et est-ce que c'est ça ce qui vous a poussé à poursuivre cette volonté politique de la ville de continuer à focaliser vos efforts sur ce centre? Et quelle était l'adhésion de la population dans le centre et en périphérie de ce choix de la politique de la ville de continuer dans cette voie que souvent c'est une voie qui est le plus difficile, c'est un choix le plus difficile. Le choix de la périphérie est toujours plus simple et parfois ça coûte toujours beaucoup plus au début, mais ça paye en fait après plusieurs années. Alors, bon, je n'étais pas à Besançon dans les années 70. Alors déjà, quand la levée de bouclier, c'était par rapport à la place de la voiture. Donc le fait que la voiture était largement rejetée du centre-ville, avec d'une part un plateau piétonnier et d'autre part des rues limitées aux ayants droit et aux bus. Donc ça, c'était vraiment un choix radical. Et là, c'est la levée de bouclier des commerçants et assez largement de la population. Donc là, c'était vraiment tous les jours, dans la presse, le maire, qui était Jean Mingeot à l'époque, a tenu bon. Et il y a eu un adjoint. Il y a 2-3 adjoints en fait qui sont connus à Besançon. C'est Régani, le plan Régani. Et ça, c'était effectivement. Et puis un autre, c'était l'action sociale, parce que c'était un autre point à Besançon, donc qui a été inventé c'était pas le RMI, mais c'était un revenu minimum, donc garanti. Donc c'était l'autre adjoint qui a porté cela. Donc ça, c'est place de la voiture. Alors après, dans les années 70, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Besançon, entre l'après-guerre et jusqu'en 68 à peu près, je crois que c'est la deuxième ville de France au niveau de la croissance démographique. La population a doublé. Et c'est une ville où il y a eu un développement industriel important. Alors développement dans le tertiaire, et ça, je dirais comme beaucoup d'autres villes, mais développement industriel, textile, la Rodiaceta, plus de 3000 salariés, et c'était pratiquement d'ailleurs dans le centre.
enfin, sur les berges du Doubs. C'était encore cette industrialisation le long de la rivière, finalement. Et puis, j'ai parlé de l'IP, mais ce n'était pas uniquement l'IP, c'était l'horlogerie. Et c'est dans les années 70, plutôt vers la fin des années 70, il y a eu 10 000 emplois industriels de supprimés, compensés par 10 000 emplois tertiaires, santé, etc. Mais ça, c'est pour redonner un peu le contexte. Et dans ce contexte, en matière d'urbanisme, il y a eu un choix. C'était à la fois effectivement un centre-ville, garder un centre-ville dynamique, mais comme les perspectives de population, c'était une ville non pas à 120 000 habitants, mais une ville à 200 000 habitants. Il y a eu notamment un quartier nouveau qui a été construit sur le mode d'une ville nouvelle. Le concepteur, c'est Novarina. Ce quartier, c'est Planoise, qui actuellement a à peu près 18 000, 20 000 habitants. Mais il était prévu pour 50 000 habitants. 50 000 habitants, un quartier, sur le territoire de Besançon. Et dans la conception, compris de l'équipe municipale, il y avait cette idée finalement avec un double centre. Un centre-ville ancien, avec certaines fonctions, et un centre-ville moderne dans ce nouveau quartier qui était une ville nouvelle. Enfin, une ville nouvelle. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et puis après, ce qui s'est passé, entre autres, j'ai parlé de la désindustrialisation. 1968, ça a été à peu près le summum. Et puis après, on est passé à... Il y avait à peu près à cette époque, oui, autour de 115 000, 120 000 habitants. Il y a eu une baisse de la population, puis ensuite une remontée assez légère de la population. Donc ça change bien sûr assez nettement les perspectives. Peut-être en complément, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait le quartier plutôt d'habitat populaire de Battant, et puis la Boucle, qui est quand même un quartier essentiellement fait de bâtiments d'institutions et d'hôtels particuliers. Donc ce n'est pas du tout le même type d'architecture. Et les difficultés qu'on voit sur les autres centres-villes, ils sont plus apparus sur le quartier de Battant, avec de la paupérisation. Donc c'était des îlots, il était repéré avec un certain nombre d'îlots insalubres, comme l'ensemble des quartiers de centre-ville anciens. Et donc il y a eu à la fois la protection avec la loi en 1962, la loi patrimoniale, mais aussi un certain nombre de les rénovations qui ont eu lieu, comme dans le Marais, etc. Donc des démolitions d'immeubles, la reconstitution d'un parc dans les années 70-80, dont aujourd'hui on regarde parfois avec un peu de distance. Donc pas mal d'habitat social qui a été refait sur site. Donc c'est un quartier beaucoup plus transformé que ne l'est la Boucle, qui avait une qualité architecturale, de matériaux, un autre type de construction, donc qui n'a pas vécu ces difficultés que beaucoup d'autres centres-villes ont. On m'entend là? Oui. On comprend bien la logique du tracé qui dessert opportunément le quartier Planoise. Et puis la ligne se termine gentiment à l'hôpital, ce qui est important. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un gigantesque quartier commercial qui est le quartier Château-Farine. Comment vous vous positionnez là-dessus? Parce que ça draine des quantités de bagnoles invraisemblables, quoi. Et il y a un des problèmes de Besançon, c'est qu'il y a une utilisation extrêmement intensive de voitures, des migrations dans les villages périphériques, des difficultés de circulation dans la ville, autour de la ville en tout cas. Cette grande zone commerciale, la plus grande sur Besançon, maintenant c'est de loin la plus grande, elle est à 1,5 km du terminus du centre de maintenance. Je crois que les rails, d'ailleurs, il y a comme une ébauche.
Bon, c'est prévu, ça n'est pas décidé, mais de prolonger jusqu'à ce centre commercial. Ça sera sûrement un peu coûteux, en termes de kilomètres, sûrement un peu plus coûteux que à quel terme, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une logique. Alors pas uniquement pour desservir le centre commercial, mais c'est aussi par rapport à l'entrée de ville. C'est-à-dire que là, il y aurait une évidence d'un parking relais vraiment du côté de l'ouest. Là, ça serait vraiment très intéressant. En revanche, il n'y a pas de perspective de, je dirais, à court moyen terme, d'une autre ligne. Là-dessus, on ne va pas faire rêver. On n'est pas, voilà, il y a aussi des contingences financières, etc. Mais prolongement, certainement. Les parkings relais, vous en avez établi pas mal le long du parcours? Oui, enfin pas mal. Donc il y a 5 parkings relais en comptant un parking relais pour les bus. C'est bien sûr un élément essentiel. Alors essentiel dans l'effet tram par rapport à la périphérie, même si c'est aussi un indicateur. On pouvait craindre que les parkings relais soient très rapidement saturés. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas vides non plus. Donc ce n'est pas un échec. Je dirais que c'est un indicateur qu'il y a encore des marges de progression et que l'effet tram, c'est un point de vue, hein, que l'effet tram n'est pas encore suffisant par rapport à la périphérie. Voilà. Mais dans le dispositif, c'est un élément très important. Peut-être en complément, il faut expliquer qu'il n'y a pas forcément de deuxième ligne de tram, mais il y a un TCSP qui se construit aujourd'hui entre... enfin, je vous laisse peut-être le présenter. Oui, alors, une des critiques fortes et qui se comprend d'ailleurs très bien, c'est de dire, mais vous faites un tram et le campus... Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, il y avait 3 sites universitaires. Mais le plus important n'est pas desservi par le tram. Et ça, on comprend la critique, d'autant qu'on tient, bien sûr, ville universitaire, etc. Bon. Cela dit, les flux ne sont pas du tout les mêmes, les besoins de déplacement ne sont pas les mêmes. Et avant même que l'on ait décidé pour le tram, dans le schéma de transport en commun site propre, il était clair pour nous qu'entre ce campus et le centre-ville, il fallait du site propre. Alors pas forcément intégral parce que ce n'est pas possible, donc c'est ce que l'on est en train de réaliser, et donc un site propre, notamment jusqu'à la gare. Donc ça sera un complément effectivement important, hein, puisque finalement la réussite du transport, c'est quand même un réseau, hein, et j'ai parlé tout à l'heure que voilà, il y avait vraiment unanimité sur l'embellissement urbain. Par rapport au transport, il y a encore des progrès. Il faut encore gagner en efficacité, gagner en fréquentation. Le TCSP est un des éléments, mais il y a d'autres facteurs hein, qui doivent y contribuer. Ce qu'on peut dire en accompagnement, c'est que finalement, le vocabulaire du tram, ça a permis d'acquérir un certain vocabulaire et qui est réutilisé par rapport à la ligne de TCSP sur le traitement des stations, le type de matériaux, les luminaires qui ont été mis en place. Donc finalement, ça nous permet de rebondir pour homogénéiser un peu tout le vocabulaire du mobilier urbain du centre-ville en se distinguant, mais en homogénéisant, en ayant le même râle partout, en évitant d'avoir une trop grosse disparité. Donc en fait, c'est un travail qui est fait par l'ensemble des services techniques pour aller dans ce sens-là. Et donc du coup, ça a été quand même, enfin M. Loya, vous pourrez reprendre, mais le choix délibéré de finalement s'inscrire dans la continuité du tram pour le traitement de la ligne TCSP, tant sur les stations que le mobilier. Je crois que les chronobus ou les TCSP modernes ont la même vertu de maîtriser le temps. Donc, c'est normal qu'on leur mette les mêmes... disons que c'est pas une star, c'est simplement une toute petite nuance.
c'est que la colonne vertébrale du tram ne dispense pas de fabriquer après un plan arborescent qui permet d'aller dans différents quartiers, de permettre à tout le monde de maîtriser son temps et d'avoir aussi un vocabulaire qui soit unique. Je le vois dans le tram, les travaux qu'on fait à Rabat ou à Casablanca sur des nouvelles urbanisations. C'est incroyable comme le tram, à un moment, fabrique de la sociabilité, quel que soit le quartier traversé. Que ce soit un bidonville ou que ce soit un centre-ville historique, le côté fédérateur est formidable. Il y a un respect du tram, parce que je pense que le tram, au départ, il y a quand même toujours l'idée de proposer une alternative à la voiture et diminuer la circulation automobile. Mais le résultat réel, c'est que ça donne la mobilité à ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire que, et ça crée avec les jeunes une accoutumance à quelque chose de confortable, qui peut être relayé ensuite par le vélo et les circulations douces, qui elles-mêmes sont générées sur des réseaux magistraux. À la fin, vous créez des réseaux qui sont des réseaux qualitatifs, en temps maîtrisé, et dans lesquels, petit à petit, la place de la voiture diminue. Alors évidemment, le doux, c'est un monde de la voiture. Hein. On ne va pas rompre avec Peugeot du jour au lendemain, mais disons que c'est aussi la voiture qui se modernise pour elle-même. C'est un mouvement qui est un mouvement global, quoi. Peut-être dans le ressenti du tram, on peut dire aussi que ça donne une fierté aux habitants de Planoise qui ont le sentiment donc, du quartier d'habitat social. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs fois ces échos-là. En fait, ils sont traités comme les autres. Ils appartiennent à la ville et quelque part, c'est quand même... Il y a eu un premier PRU et ça conforte tous les travaux du PRU parce que du coup, c'est ce lien, cette appartenance à la ville et d'être traité comme les autres habitants à la même niveau de qualité que ceux du centre-ville. Et puis, quelque part aussi, ça a réinterrogé finalement, je pense, les paysagements de la ville dans les traitements un peu classiques du traitement des espaces verts qui avaient lieu. Donc en fait, on a vécu une période un peu de confrontation des types d'interventions sur les paysagements. Et sans doute que ça, alors bon, je laisserai l'élu donner son point de vue, mais montrer qu'on pouvait faire autrement. Peut-être dans un autre esprit, parfois peut-être plus simple, pas forcément avec des fleurs. Enfin bon, voilà, moi c'est ma vision technique. Faire autrement, c'est systématiquement poser la question quand on apporte une solution. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'on ne peut pas faire autrement? Entendons-nous. Il y a des points sur la sécurité, etc. Là, il y a... sécurité. Mais je vais prendre un exemple. Des stations, je ne connais pas bien la technique, stations électriques, stations pour... on dit, il en faut 11, par exemple. Je crois que c'était à peu près ça. Ah bon, 11, pourquoi? Puis finalement, de questionnement en questionnement, on est arrivé, sachant que c'est quand même 1 million d'euros, à peu près, chaque station. On est arrivé, enfin quand je dis on, c'est là beaucoup plus en direct, d'ailleurs le président, à en enlever 2, avec juste une petite prise de risque. Alors si il fallait des tas de circonstances, quel cas peut-être que pendant 1 jour ou 2, il pouvait y avoir blocage du système. 2 millions d'euros économisés. Alors ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts, mais ça se fait aussi dans un processus où il faut une grande réactivité, c'est-à-dire il ne s'agit pas de... et là les réunions, ce qui explique que le président était très souvent présent, parce que vous ne pouvez pas avoir une question, puis après qui soit instruite pendant 1 mois, puis avec une réponse qui vienne 2 mois après. Sinon, c'est tout le processus qui est mis à mal. Voilà, et sur l'aspect paysager, enfin, vraiment, il y a eu une qualité. Mais pareil, bon, ça aurait pu être de dire, allez, c'est pelouse, avec de l'eau, enfin, pelouse, bon, arrosée. Bon, ben non, ça a été étudié
segment par segment. À certains endroits, c'est prairie. Donc là, non arrosé, pelouse non arrosée. Ben, ma foi, on a la chance. Enfin, la chance. Si, c'est une chance. Pour ça, il pleut quand même à Besançon, même en été, il pleut de temps en temps. Donc, il peut arriver que ce soit un peu sec, mais c'est jamais très sec. Bon, voilà. Et puis, à d'autres endroits, c'est des pavés, enfin, etc. Et il faut dire qu'un tramway, vu sur le plan urbain, c'est la cuisine du marché, quoi. On fait avec ce qu'on trouve. Et je dois dire que c'est pas toujours des situations aussi favorables. C'est-à-dire que le déjà là et le faire avec à Besançon, c'est quand même plus structuré, en tout cas dans le centre-ville, mais aussi dans des quartiers autour. Il y a une recherche de qualité qui est d'assez longue date. C'est pour ça que réduire la part modale de la voiture aujourd'hui, qui va dire le contraire, je veux dire politiquement, on est quand même dans une acceptabilité qui est complètement nouvelle. Mais dans les années 70, vous imaginez, on ne réduisait pas la part, on empêchait la part d'augmenter. C'était une révolution, c'était impossible, puisque toute la politique de l'État était basée sur le tout automobile. Donc ça devenait une situation de résistance. Donc je crois que c'est ça dans les villes, il faut juger chaque situation pour elle-même, et après, si elles sont bien pesées et bien évaluées, on fait un travail simple et intelligent, et puis le jour où on embellit, quoi. Voilà, c'est un thème qui vient progressivement. Vous avez d'autres questions? Ben non. On va vous remercier alors, vraiment de nous avoir expliqué tout ça dans des détails. Et puis de votre sincérité aussi, parce que vous racontez les choses telles qu'elles sont. Les échecs et les réussites. Comment? Oui, ben on l'a ressenti, il me semble, non? Eh ben, merci beaucoup.